Dans le quartier animé d'Abobonor, à Abidjan, se trouvait un vieux lycée public connu pour sa discipline stricte et ses grands résultats au baccalauréat. Parmi ceux qui y travaillaient dans l'ombre, un homme au visage discret et toujours courtois se faisait remarquer sans vraiment être remarqué. Adama Koné, le concierge. Chaque matin, avant même que les élèves n'envahissent la cour, Adama était déjà là. Il balayait les allées sablonneuses, arrosait les fleurs fatiguées du jardin, ouvrait les portails rouillés et s'assurait que les toilettes soient propres. Il faisait ce travail avec une rigueur presque militaire, comme si c'était une mission sacrée. Pourtant, malgré sa position modeste, Adama était un homme cultivé. Beaucoup l'ignoraient, mais il avait eu un parcours universitaire inachevé. Il avait obtenu une licence en lettres modernes, mais avait abandonné ses études pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Depuis, il n'avait jamais vraiment eu l'occasion de reprendre le chemin de l'école, préférant trouver un emploi stable pour survivre. Mais ce que tout le monde retenait de lui, ce n'était pas son passé, mais son humilité et sa foi inébranlable. Adama ne se plaignait jamais. Il saluait tout le monde avec le même sourire, élèves, professeurs, femmes de ménage ou même le proviseur. C'est dans ce même lycée qu'il avait rencontré Fatoumata Traoré, une jeune enseignante en mathématiques, fraîchement sortie de l'ENS. Elle était belle, brillante, ambitieuse et fière. Dès qu'elle arrivait, talons claquants sur les pavés, tout le monde s'écartait sur son passage. La première fois qu'Adama lui avait adressé la parole, ce fut un matin de grande pluie. Elle avait oublié son parapluie, et lui, sans hésiter, avait couru sous l'averse pour lui tendre le sien. Elle l'avait pris sans même le remercier. Il était resté là, trempé, à la regarder s'éloigner. Mais Adama n'était pas du genre à se vexer pour si peu. Chaque jour, il la saluait avec respect. Et même si elle ne répondait pas toujours, il continuait. Avec le temps, une étrange admiration était née dans le cœur de l'homme modeste. Il l'aimait en silence. Il aimait sa voix quand elle expliquait une équation compliquée, il aimait sa posture droite, sa fierté, sa force. Il savait qu'elle ne le verrait jamais autrement que comme le concierge, mais cela ne l'empêchait pas de l'aimer sincèrement. Les autres agents de service se moquaient parfois de lui. « Toi aussi, Adama, tu crois que cette femme peut regarder un concierge comme toi? Regarde-la. Elle ne dit même pas bonjour. » Mais Adama se contentait de sourire. « Dieu est témoin de mon cœur. Ce n'est pas une question de statut, c'est une question de sincérité. » Et dans le secret de ses prières, chaque soir, il demandait à Dieu. « Si elle est bonne pour moi, rapproche-la. Si elle est un piège pour mon cœur, éloigne-la. » Mais Adama ne savait pas encore que le destin, parfois cruel en apparence, savait aussi offrir des tournants miraculeux. Et c'est ainsi que commença une histoire d'amour inégal, d'humiliation, mais surtout de justice divine. Quelques semaines après cette fameuse journée de pluie, alors que l'année scolaire touchait à sa fin, un événement particulier secoua le lycée Abobonor, la fête de fin d'année organisée par l'association des enseignants. Pour la première fois, le proviseur avait tenu à inviter tout le personnel, y compris les agents de service. Ce jour-là, la cour du lycée avait été décorée avec des guirlandes colorées. Une scène avait été installée pour les discours, et des plats traditionnels ivoiriens comme l'atiéké poisson, le foutou sauce graine, et le riz gras étaient servis en abondance. Adama était assis un peu en retrait, comme à son habitude, vêtu d'un boubou propre et repassé. Ce n'était pas un homme qui aimait se faire remarquer. Il observait de loin les enseignants danser, rire, échanger des blagues. Puis, ses yeux se posèrent sur Fatoumata. Elle portait un pagne moderne et un chemisier blanc élégant. Sa beauté était saisissante. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel arriva. Alors qu'elle se servait un verre de jus de bissap, elle croisa le regard d'Adama, et le soutint quelques secondes. Il détourna immédiatement les yeux, gêné. Mais dans son cœur, il sentit un frisson. Était-ce un signe, ou juste une illusion de son cœur amoureux? Plus tard dans la soirée, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée, lui parler, et lui faire une demande. Il la trouva assise seule, un peu à l'écart, regardant son téléphone. « Bonsoir, mademoiselle Fatoumata », dit-il en s'approchant respectueusement. Elle leva à peine les yeux. « Bonsoir », dit-elle froidement. « Excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous dire que je vous respecte beaucoup. Et que, si cela ne vous offense pas, j'aimerais avoir l'honneur de venir vous parler officiellement chez vous. Pour une demande sérieuse. » Elle leva les yeux, cette fois complètement. Elle le regarda de haut en bas, visiblement surprise. « Une demande sérieuse? Toi? Tu veux faire ma connaissance? Pourquoi? Pour demander ta main, si cela plaît à Dieu. Je sais que je ne suis pas à ton niveau, mais mon amour pour toi est sincère. » Un silence glacial s'installa. Puis elle éclata de rire. Un rire sec, presque humiliant. « Tu veux dire
Que toi, un concierge, tu veux épouser une enseignante? Tu sais combien de professeurs, de médecins ou d'ingénieurs m'ont fait la cour? Et toi, tu viens avec ta serpillière et ton balai me parler de mariage? Adama baissa les yeux. Il sentit la brûlure de l'humiliation, mais il resta calme. Tu as le droit de refuser, mais je voulais être honnête avec toi. Tu mérites le respect, pas les cachotteries. Fatoumata, piquée dans son orgueil, se leva brusquement. Que ce soit la dernière fois que tu m'adresses ce genre de paroles, Adama. On n'est pas du même monde. Reste à ta place. Et elle partit sans se retourner. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour-là, le ciel avait entendu le cœur sincère d'Adama, et que cette humiliation publique serait le point de départ d'un bouleversement que ni elle, ni lui, ne pouvaient imaginer. Après cette scène humiliante, les jours reprirent leur cours au lycée Abobonor. Fatoumata ne daigna plus adresser un mot, ni même un regard à Adama. Quant à lui, il continua son travail avec la même dignité silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Ce n'était pas la douleur du rejet qui le blessait. C'était la manière dont elle l'avait écrasé, comme s'il n'était même pas un être humain. Pourtant, il ne l'insulta jamais, ne parla de l'incident à personne, et surtout ne nourrit aucune rancune. Un jour, alors qu'il nettoyait l'allée du bâtiment administratif, un homme en costume descendit d'un 4x4 noir garé devant le portail du lycée. Il avait l'air important. Adama, par réflexe, s'approcha pour l'accueillir. « Bonjour monsieur. Vous cherchez quelqu'un? » « Oui, je cherche mademoiselle Fatoumata Traoré. On m'a dit qu'elle enseigne ici. » L'homme fut conduit au bureau du proviseur, puis une réunion brève fut tenue. Quelques minutes plus tard, Fatoumata sortit toute souriante, rayonnante, accompagnée de l'homme élégant. Elle se dirigea vers la voiture, monta à ses côtés, et disparut dans la circulation. Le lendemain, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Fatoumata va se marier avec un ingénieur qui travaille à Dubaï. Elle va quitter le pays, ils vont organiser un mariage de prestige. Adama, en entendant cela, sentit son cœur se serrer. Pas à cause de la jalousie, non. Il savait depuis longtemps que son amour n'était pas réciproque. Mais quelque chose en lui sentait que cette histoire n'était pas claire. Et il avait raison. 2 semaines plus tard, alors que le lycée était en vacances, une vieille femme vint frapper à la petite maison de service d'Adama. C'était la tante de Fatoumata, une femme simple, voilée, au regard fatigué. « Mon fils, tu ne me connais pas, mais je sais qui tu es. Je suis la tante maternelle de Fatoumata. Je voulais te dire, je suis désolé pour ce qu'elle t'a fait. Elle t'a traité comme un moins que rien. Mais je t'assure qu'un jour, elle le regrettera. » Adama resta muet. Pourquoi cette femme venait-elle lui dire cela maintenant? La vieille reprit. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle a toujours cherché les apparences, les titres, l'argent. Mais je connais l'ingénieur dont on parle. Ce n'est pas un homme bien. Il est marié à Dubaï, et il ment à sa famille ici. Elle ne voit rien. Et pourquoi me dire tout cela? Demanda doucement Adama. Parce que tu es un homme bien, Adama. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que Dieu montre à ceux qui ont un peu de cœur. Ce que Fatoumata a rejeté aujourd'hui, d'autres femmes le prieraient demain. Elle le bénit, les larmes aux yeux, puis repartit sans rien demander. Adama, seul, s'assit sur sa natte. Et cette nuit-là, il leva les mains au ciel et dit simplement: « Seigneur, je t'ai confié mon cœur. Si elle ne m'est pas destinée, enlève la douleur et offre-moi la paix. Mais ne me laisse pas devenir amer. Donne-moi la force d'être toujours un homme de bien. » Et c'est à partir de cette nuit-là que les choses commencèrent à changer. Doucement, mais puissamment. Quelques semaines passèrent. La saison des pluies s'installait sur Abidjan, apportant avec elle son lot d'orages, d'inondations et de nuits froides. Le lycée était en pause, et Adama, bien qu'encore en poste, avait un peu plus de temps pour lui-même. Il passait ses soirées à lire sous la lumière d'une petite ampoule suspendue, dans sa modeste chambre de service. Il avait gardé quelques vieux livres de philosophie et de religion qu'il relisait souvent pour nourrir son esprit et calmer ses pensées. Mais ce soir-là, après avoir terminé sa prière du soir, Adama s'endormit plus tôt que d'habitude et fit un rêve étrange. Dans son rêve, il se retrouvait dans une grande salle blanche, vide, silencieuse. Au centre, il y avait une porte immense, fermée. Il s'approcha et tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Puis, une voix douce mais ferme résonna. « Ce que tu demandes est derrière cette porte, mais tu ne peux y entrer avec un cœur blessé. » Adama répondit: « Je ne suis pas fâché, je suis juste triste. Je voulais aimer avec sincérité. » La voix reprit: « L'amour sincère ne reste jamais sans récompense. Mais parfois, il faut perdre ce qu'on veut pour recevoir ce qu'on mérite. » Soudain,
la porte s'ouvrit lentement. Une lumière dorée en sortit, éblouissante. Et dans cette lumière, une silhouette féminine apparut, voilée, modeste, douce. Elle s'approcha d'Adama et lui tendit la main. Mais au moment où il voulut la toucher, il se réveilla. Le cœur battant, couvert de sueur, il s'assit sur son lit. Le rêve semblait plus réel que la vie elle-même. Il n'en comprenait pas totalement le sens, mais il sentait, au fond de lui, que quelque chose était en train de s'ouvrir. Le matin suivant, il reçut un appel inattendu. C'était le vieil oncle maternel, installé à Bouaké, qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Adama, mon fils, comment vas-tu ? » « Ça va, Papa Moussa, grâce à Dieu. J'ai entendu des bonnes choses sur toi ici à Bouaké. Même le directeur de l'école t'a cité lors d'un séminaire à Abidjan. Tu fais du bon travail, mon fils. Merci, papa. J'essaie de rester droit. » Puis, la voix du vieil homme changea de ton. « J'ai une proposition à te faire. Écoute bien. » Adama ne le savait pas encore, mais cette proposition allait bouleverser toute sa vie. Ce que la vie lui avait refusé à Abidjan, une autre terre s'apprêtait à lui offrir, avec dignité, respect et honneur. Le vent du changement venait de se lever. Au téléphone, la voix de Papa Moussa, l'oncle paternel d'Adama, vibrait d'enthousiasme. « Mon fils, je sais que tu es humble et discret, mais je suis ton parent. J'ai entendu parler de ton sérieux, ton bon comportement, ton respect des anciens. Et ici, chez moi à Bouaké, j'ai un ami très cher, comme un frère. Il a une fille bien éduquée, croyante, simple et prête pour le mariage. Il cherche un homme droit, pas forcément riche, mais sincère et responsable. Et c'est toi que j'ai proposé. » Adama resta silencieux, surpris. « Papa, tu veux dire que tu veux que je vienne pour un mariage arrangé ? Ce n'est pas un piège, mon fils. Tu viendras, vous verrez, vous parlerez. Si elle te plaît et que ça marche, tant mieux. Sinon, tu rentres à Abidjan en paix. Mais je sens que cette rencontre n'est pas ordinaire. » Adama hésita un instant. Son cœur, encore marqué par l'humiliation de Fatoumata, n'était pas pressé de s'ouvrir à nouveau. Mais il se souvint de son rêve. Cette porte qui s'était ouverte, cette voix qui disait « Il faut perdre ce qu'on veut pour recevoir ce qu'on mérite. » Alors, il répondit doucement « D'accord, papa, je viendrai. » Le lendemain, Adama prit un car pour Bouaké. Le trajet fut long, bercé par les musiques traditionnelles diffusées dans le car et le bruit constant du moteur. À travers la vitre, il regardait défiler les champs, les marchés, les villages, les visages. Il priait en silence. « Ô Seigneur, si c'est de toi, ouvre mon cœur. Sinon, protège-moi. » À son arrivée à Bouaké, il fut accueilli comme un fils par Papa Moussa. L'homme âgé l'embrassa, le fit asseoir, lui servit du riz sauce-feuille avec du poisson frais. Puis, le soir venu, il lui dit simplement « Demain, nous irons chez la famille de mon ami. Tu rencontreras la jeune fille. Son nom est Aminata Diabaté. » Le nom résonna dans l'esprit d'Adama. Il ne la connaissait pas. Il ne savait rien d'elle. Et pourtant, il ressentait déjà une paix étrange, comme si quelque chose l'attendait là-bas. Il se coucha tôt ce soir-là, dans une petite chambre aménagée pour lui. Avant de dormir, il leva les yeux vers le plafond et murmura « Mon Dieu, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Et sans s'en rendre compte, il s'endormit dans une sérénité qu'il n'avait plus connue depuis des années. Le lendemain matin, le ciel de Bouaké était clair, lavé par une fine pluie tombée à l'aube. L'air était frais, les coqs chantaient encore dans les ruelles sablonneuses du quartier, et les enfants jouaient déjà pieds nus devant les maisons. Adama, vêtu d'un boubou simple mais soigné, se tenait près de son oncle, légèrement nerveux. Papa Moussa lui tapota l'épaule avec bienveillance. « Détends-toi, mon fils. Tu ne vas pas te battre. Juste rencontrer une jeune fille. Ce n'est pas un examen. » Ils traversèrent à pied quelques ruelles jusqu'à une grande concession traditionnelle, bien entretenue. Une femme âgée vint les accueillir avec un sourire chaleureux. « Bienvenue. Vous êtes attendus. » On les fit asseoir dans un salon modeste, mais propre. Du bissap frais leur fut servi. Quelques minutes plus tard, Aminata entra dans la pièce. Elle portait un voile crème léger, un pagne assorti, et baissa humblement les yeux en s'asseyant, après avoir salué respectueusement. Elle n'était pas maquillée. Son visage était naturel, doux, avec une beauté tranquille, presque silencieuse. Adama leva les yeux et la regarda avec respect, sans insister. Il ne vit ni fierté, ni arrogance dans ses gestes. Il vit surtout une lumière paisible, une simplicité qui, pour lui, valait plus que la beauté. Après les salutations d'usage, les deux anciens leur laissèrent quelques minutes seuls, dans un coin du jardin,
à l'abri des regards. Aminata prit la parole en première, calmement. On m'a dit que vous êtes un homme simple, croyant et travailleur. Et je ne vais pas vous mentir, moi aussi je cherche un mari honnête, qui craint Dieu. Je ne cours pas après la richesse. Je veux juste la paix dans mon foyer. Adama fut touché par cette sincérité. Il hocha doucement la tête. J'ai été blessé récemment, Aminata. On m'a rejeté parce que je suis concierge. Mais je ne suis pas venu ici pour fuir. Je suis venu parce que je crois que les chemins de Dieu ne sont jamais au hasard. Elle sourit. Un sourire doux, vrai. Ce n'est pas ce que tu fais qui m'importe, dit-elle. C'est qui tu es. Et je sens que tu es un homme bien. À cet instant, Adama sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un apaisement total. Ce n'était pas le feu de la passion, ni le vertige de l'attirance. C'était plus profond. Un sentiment de reconnaissance, comme si leurs deux âmes s'étaient déjà croisées dans un autre monde. La rencontre dura moins d'1 heure, mais elle suffit. Lorsque Papa Moussa lui demanda plus tard. « Alors, tu veux qu'on avance ?» Adama répondit, sans hésiter. « Oui, si elle est d'accord. Je suis prêt à bâtir quelque chose avec elle. » Et de l'autre côté, Aminata dit la même chose à son père. Sans promesse de luxe, sans grand discours, 2 cœurs venaient de s'accorder sous la bénédiction d'un destin guidé par Dieu. Ce que Fatoumata avait méprisé hier, une autre femme venait de l'honorer aujourd'hui. Après 3 jours passés à Bouaké, Adama reprit le chemin d'Abidjan. Mais cette fois, son cœur était différent. Il n'était plus seul. Il portait en lui une promesse. Celle d'un avenir simple, mais honnête. Celle d'une femme qui ne l'avait pas choisi pour son métier ou son statut, mais pour son cœur. Durant le trajet du retour, Adama repensait à la douceur d'Aminata, à sa voix posée, à son regard paisible. Il n'avait jamais ressenti une paix aussi profonde. Ce n'était pas une passion brûlante comme dans les films, mais une sensation de sécurité, de respect mutuel. Et ça, pour lui, valait 1000 fois plus. À son arrivée à Abidjan, la routine du lycée reprit. Il reprit son balai, ouvrait les portails à l'aube, saluait les élèves comme toujours. Mais quelque chose en lui avait changé. Il marchait plus droit. Son regard était plus profond. Même ceux qui ne le connaissaient pas sentaient qu'il dégageait quelque chose de nouveau. Un des surveillants lui dit un matin. « Et Adama, tu as l'air joyeux ces derniers jours. Tu as gagné au loto ou quoi ?» Il sourit simplement. « Non. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a accepté tel que je suis. Et c'est plus précieux que de l'argent. » Pendant ce temps, les familles à Bouaké s'organisaient discrètement. Les 2 anciens, Moussa et le père d'Aminata, s'entendaient parfaitement. Ils décidèrent d'une date simple, sans cérémonie extravagante. Un mariage modeste, mais béni, qui allait se dérouler à Bouaké, puis un retour à Abidjan pour le couple. Pendant les préparatifs, Aminata et Adama s'échangeaient quelques appels. Des appels courts, sobres, mais remplis de respect. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle un jour. « Je me débrouille. »« Et toi, tu sais repasser ?» répliqua-t-il en riant. Elle éclata de rire à son tour. « On va apprendre ensemble alors. Pas de fausses promesses. Pas de masques. Juste 2 êtres vrais, unis par l'envie de bâtir dans la sincérité. » Mais tandis qu'il préparait ce nouveau chapitre, une rumeur commença à circuler au lycée. Quelqu'un avait aperçu Fatoumata dans un état étrange. Elle ne souriait plus. Elle semblait nerveuse, parfois absente. Et plus étrange encore, elle n'était plus vue avec son ingénieur de Dubaï. Personne ne savait ce qui s'était passé. Mais les langues commençaient à se délier. Et bientôt, une confrontation inattendue allait avoir lieu. Quelques jours plus tard, alors qu'il balayait l'entrée principale du lycée sous le soleil du matin, Adama leva les yeux et aperçut Fatoumata qui descendait d'un taxi. Elle portait un simple complet noir, son visage était sans maquillage, et ses yeux semblaient fatigués, creusés, presque méconnaissables. Ce n'était plus la femme hautaine aux talons bruyants et au regard méprisant. C'était une femme visiblement brisée par quelque chose. En le voyant, elle hésita. Puis, contre toute attente, elle s'approcha lentement de lui. « Bonjour, Adama » murmura-t-elle. Adama se redressa, surpris, mais resta poli. « Bonjour, mademoiselle Fatoumata. » Un silence étrange s'installa. Elle regarda autour d'elle, comme si elle voulait s'assurer que personne ne les écoutait. Puis elle souffla. « Je peux te parler 2 minutes ?» En privé. Il posa son balai contre le mur. « D'accord. Je t'écoute. » Elle inspira profondément et baissa la tête. « Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit ce jour-là, pendant la fête de fin d'année. Je t'ai humilié, et je le regrette profondément. » Adama ne répondit pas tout de suite. Il l'écoutait avec calme,
Mais son cœur n'était ni dans la vengeance, ni dans la pitié. L'homme avec qui je devais me marier. Il m'a laissé. 2 semaines avant le mariage, j'ai découvert qu'il avait une femme et 2 enfants à Dubaï. Il ne comptait pas m'emmener là-bas. Il voulait juste profiter de moi. Ici. Sa voix trembla légèrement. Et, pendant tout ce temps, je repensais à toi. À ton honnêteté. À la façon dont tu m'avais parlé, sans orgueil, avec respect. Et moi, je t'ai traité comme un moins que rien. J'ai honte, Adama. Très honte. Un silence tomba. Adama la regarda calmement, puis lui dit d'une voix posée. Ce que tu as vécu, je ne peux pas m'en réjouir. Parce que moi, je t'aimais vraiment. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, ce n'était pas de la colère. C'était de la douleur. Mais tu sais quoi? J'ai pardonné depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu a pansé mon cœur. Elle le regarda avec un espoir dans les yeux. Tu veux dire, il n'est pas trop tard? Peut-être qu'on peut repartir sur de meilleures bases? Mais cette fois, c'est Adama qui détourna les yeux. Non pas par fierté, mais par clarté. C'est trop tard, Fatoumata. Je vais me marier dans 2 semaines. Avec une femme qui m'a accepté pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Fatoumata sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Elle se contenta de hocher la tête lentement, puis fit quelques pas en arrière. « Tu as changé, » murmura-t-elle. « Tu es devenu plus fort. » Il sourit doucement. « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a relevé. » Et sur ces mots, il reprit son balai, calmement, en paix. Tandis que Fatoumata s'éloignait, seule, cette fois. 2 semaines plus tard, Bouaké s'éveilla sous un soleil doré. Dans la cour de la maison familiale des Diabaté, les femmes s'activaient dès l'aube. On épluchait les ignames, on assaisonnait les viandes, on préparait les tissus de cérémonie. L'air était parfumé de feuilles de laurier, d'épices chaudes et d'encens. C'était le grand jour. Le jour où Adama Koné, ancien concierge du lycée d'Abobonor, allait épouser Aminata Diabaté, la fille d'un homme respecté, humble et pieux. Mais ce mariage n'avait rien de spectaculaire. Il n'y avait pas de limousine, pas de fanfare tapageuse, ni de décorations extravagantes. Il y avait la simplicité, la sincérité, l'essentiel. Dans une grande case traditionnelle réservée aux hommes, Adama s'habillait lentement, aidé par son oncle Moussa. Il portait un boubou blanc cassé brodé à la main, un bonnet beige clair, et une montre simple mais symbolique qu'on lui avait offerte la veille. Son regard était calme, mais son cœur battait à une vitesse folle. « Mon fils, » dit papa Moussa en posant une main sur son épaule, « Dieu t'a humilié devant des foules, mais aujourd'hui, il t'élève devant des cœurs sincères. Ne l'oublie jamais. » Adama acquiesça, ému. De l'autre côté, dans une chambre décorée de tissus traditionnels, Aminata, elle aussi, se préparait. Elle portait un pagne baoulé beige et doré, un foulard noué élégamment, et ses mains étaient décorées de henné. Autour d'elle, ses cousines chantaient doucement des chants de bénédiction. Une vieille tante lui murmura. « Ma fille, tu as choisi un homme qui a du cœur. Tu as refusé les faux brillants, pour leur cacher dans l'ombre. Que ton foyer soit béni. » Puis vint le moment de la cérémonie. Les 2 familles se rassemblèrent sous une grande paillote, avec l'imam au centre. Les paroles furent simples, les prières profondes. Devant Dieu et les témoins, Aminata devint la femme d'Adama. Et au moment de sortir, la foule applaudissait, non pas parce qu'ils étaient riches ou célèbres, mais parce qu'on pouvait sentir, dans leur regard, une paix que l'argent ne peut acheter. Quand Aminata et Adama se croisèrent les yeux en public pour la première fois en tant qu'époux, elle lui sourit tendrement et lui murmura « Merci de m'avoir attendu, même sans me connaître. » Et il répondit doucement « En vérité, c'est Dieu qui t'a gardé pour moi. » Ce jour-là, l'ancien concierge épousa la dignité. Et ce n'était que le début de la reconstruction. 1 semaine après le mariage, Adama et Aminata quittèrent Bouaké à bord d'un car climatisé, main dans la main, direction Abidjan. Pour beaucoup, ce retour en ville serait discret, sans tambour ni caméra. Mais pour eux deux, c'était le début d'un nouveau chapitre. Adama avait tout prévu. Il avait fait quelques arrangements dans sa petite maison de fonction derrière le lycée. Repeindre les murs, poser un rideau neuf, acheter un petit frigo d'occasion. Il n'avait pas grand-chose, mais il voulait qu'Aminata se sente honorée dès son arrivée. Quand ils descendirent à la gare routière d'Adjamé, la chaleur d'Abidjan les frappa de plein fouet. Aminata tenait un petit sac en main, et Adama portait le reste. Aucun porteur, aucune escorte. Juste 2 époux, modestes et heureux. Ils arrivèrent à la maison, et Aminata découvrit pour la première fois leur nid conjugal. « C'est modeste, » dit Adama timidement, « mais c'est propre et c'est à nous. » Elle regarda autour, les yeux brillants. « Ce n'est pas modeste. C'est béni. Et tant que tu es là, je suis déjà riche. »
Adama sentit ses yeux se remplir d'émotion. Aucun mot blessant, aucune remarque. Elle ne l'avait pas épousé pour fuir quelque chose. Elle l'avait choisi. Vraiment. Les jours passèrent. Aminata, qui avait suivi une formation en couture avant son bac, s'installa dans un coin de la pièce principale pour y poser sa machine à coudre. Elle commença à coudre des boubous pour les voisins. Rapidement, ces modèles simples mais élégants attirèrent l'attention. Elle cousait le jour, cuisinait le soir, priait à ses heures, et remplissait la maison de sérénité. Adama, lui, continua son travail au lycée avec la même rigueur. Mais cette fois, il n'était plus seul. Il rentrait chaque soir chez lui avec la hâte d'un homme amoureux. Et tous ceux qui le croisaient le remarquaient. « Tu as changé, Adama », lui disait un professeur. « On dirait que la vie te sourit enfin. »« Non », répondait-il avec un sourire, « c'est moi qui ai appris à sourire à la vie. » Et pendant ce temps, Fatoumata, de son côté, observait. Elle n'avait pas quitté son poste, mais son regard était plus discret, son allure moins arrogante. Elle passait parfois près d'Adama sans dire un mot, mais à chaque fois qu'elle le voyait marcher à côté d'Aminata le soir en la raccompagnant après son atelier de couture, elle ressentait une étrange brûlure au fond du cœur. Ce qu'elle avait rejeté, d'autres l'avaient protégé. Et aujourd'hui, cela brillait sans bruit. Mais le destin n'avait pas fini son œuvre. Car bientôt, une opportunité inattendue allait surgir dans la vie d'Adama. Et cette fois, il n'allait plus balayer le sol. Il allait marcher sur un nouveau chemin. Un vendredi matin, alors qu'Adama finissait de nettoyer la cour principale du lycée, une voiture officielle se gara devant l'établissement. En descendit le nouveau directeur régional de l'éducation nationale, fraîchement nommé. C'était un homme austère, accompagné de plusieurs assistants. Le proviseur, surpris, accourut immédiatement pour les accueillir. Adama, de son côté, s'effaça discrètement, tenant son balai d'une main, observant la scène sans chercher à attirer l'attention. Mais soudain, l'un des assistants remarqua quelque chose. Il fixait Adama avec insistance, plissant les yeux. Puis il s'approcha. « Excusez-moi, vous êtes bien. Adama connaît ?» Adama, étonné, hocha la tête. « Oui, c'est moi. » L'homme sourit largement. « Mais, tu ne te souviens pas de moi? C'est moi, Mamadou Sanogo, ton camarade de la fac à l'université de Cocody. On faisait les cours de littérature ensemble. » Adama ouvrit grand les yeux. Il se rappelait maintenant. Mamadou, l'étudiant brillant et passionné, toujours bien habillé, qui rêvait de devenir haut fonctionnaire. Mamadou, toi ici, tu es devenu assistant du Drain, oui. Et toi, concierge? Mais que s'est-il passé? Adama sourit calmement, sans honte. La vie. J'ai dû arrêter les études pour m'occuper de ma mère malade. Je ne regrette rien. Dieu a ses plans. Mamadou resta silencieux un moment, touché. Adama, tu étais l'un des meilleurs parmi nous. Tu avais une plume incroyable. Je n'ai jamais oublié ton exposé sur la dignité du pauvre dans la littérature africaine. Tu te souviens? Adama hocha la tête en souriant. Je m'en souviens. Mais ça fait longtemps. Mamadou se tourna vers le proviseur. Monsieur, permettez-moi de dire ceci. Cet homme ici n'est pas seulement un concierge. C'est un intellectuel que la vie a mis à l'épreuve. Je vais recommander son dossier à la direction régionale pour un poste administratif. Qu'il quitte ce balai et reprenne sa place parmi les hommes de savoir. Le proviseur, surpris, acquiesça. Je n'ai jamais vu un homme aussi discipliné que lui. Si quelqu'un le mérite, c'est bien Adama. Adama, bouche bée, sentit ses jambes trembler. Il n'avait rien demandé. Il n'avait pas supplié. Mais Dieu avait entendu ses larmes silencieuses. Ce soir-là, il rentra chez lui, raconta tout à Aminata, et la jeune femme éclata en sanglots. Adama, Dieu est en train de t'élever. Je suis fier de toi. Ils prièrent ensemble. Longuement. En silence. En larmes. Et dans son cœur, Adama comprit une chose essentielle. Ce que tu perds pour Dieu, Dieu te le rend en mieux. Quelques semaines plus tard, Adama reçut une convocation officielle du ministère régional de l'Éducation nationale. Le document, soigneusement plié dans une grande enveloppe, portait l'entête de l'État ivoirien et le sceau du Drain de la région d'Abidjan. Il y était nommé assistant administratif de secteur scolaire, un poste bien plus honorable que celui qu'il occupait jusque-là. Non seulement cela, mais il recevait enfin un salaire digne, des droits sociaux, et un statut qui reconnaissait enfin ses compétences et son mérite. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, assis sur le lit avec Aminata à ses côtés, il ne dit rien pendant de longues secondes. Il la fixa, les yeux humides, puis murmura. « Aminata, Dieu m'a entendu. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et pleura doucement.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude profonde. Le lundi suivant, Adama se présenta à son nouveau poste. Costume simple mais propre, chemise bien repassée par les soins d'Aminata, dossier sous le bras, il franchit la porte du bureau régional comme un homme transformé. À l'accueil, on l'orienta vers un bureau qu'on lui avait déjà attribué. Une petite plaque y était posée. Adama Koné, assistant administratif. Il s'assit lentement sur le fauteuil. Regarda autour de lui. Le ventilateur tournait doucement. Une pile de documents l'attendait. Et dans un coin du mur, une horloge indiquait 8 heures pile. Adama sourit. C'est ici que Dieu a voulu que je sois. Il se mit immédiatement au travail avec sérieux. Très vite, ses supérieurs remarquèrent sa ponctualité, sa rigueur, sa capacité à lire, rédiger, corriger les rapports sans faute. Et surtout, son respect de tous, du planton jusqu'au directeur. Un mois après sa prise de fonction, il fut félicité par écrit pour son intégration exemplaire et sa discipline. Mais ce changement ne passa pas inaperçu au lycée Abobo-Nord. Quand ses anciens collègues apprirent qu'il avait été promu à un poste administratif régional, certains n'en crurent pas leurs oreilles. Et Fatoumata, en particulier, reçut la nouvelle comme un coup de tonnerre. Un matin, alors qu'elle corrigeait des copies dans la salle des professeurs, une collègue entra joyeusement. « Vous avez vu le communiqué ? Adama Koné, l'ancien concierge, travaille maintenant à la direction régionale. On m'a dit qu'il a même reçu une lettre de félicitations. » Fatoumata resta figée. Sa main tremblait légèrement. Elle murmura. « La direction régionale ? Adama ?» Elle se leva brusquement et sortit sans un mot. La réalité qu'elle avait méprisée autrefois était en train de l'éblouir de loin. Mais elle ne pouvait plus s'en approcher. Quant à Adama, il n'avait ni rancune, ni orgueil. Il continuait simplement à faire son devoir, tout en tenant la main d'une femme qu'il avait aimée quand il n'avait rien. Et ce n'était que le début. Le vent du changement soufflait désormais doucement sur la vie d'Adama. Son nom circulait discrètement dans les bureaux, toujours accompagné des mots « respectueux »,« travailleur »,« intègre ». Il ne cherchait pas à briller, mais son sérieux parlait pour lui. Un matin, alors qu'il arrivait au bureau, il trouva une enveloppe beige sur son bureau. À l'intérieur, une note manuscrite. « Merci pour votre travail exemplaire. Votre parcours inspire le personnel de la Draine. Ne changez jamais. La direction. » Ce petit mot, sans signature officielle, valait plus pour lui que n'importe quelle prime. Il le glissa doucement dans son portefeuille, juste à côté d'une photo d'Aminata, et murmura. « Merci, mon Dieu. » À la maison, la vie devenait plus confortable. Grâce à son nouveau salaire, Adama avait acheté un petit congélateur, un ventilateur pour leur chambre, et même un matelas neuf. Aminata avait également agrandi son activité. Elle recevait désormais des commandes d'un institut de formation pour habiller des étudiantes en couture. Le couple grandissait ensemble, avec humilité. Ils priaient, travaillaient, riaient souvent. Ils étaient complices. Un soir, alors qu'ils prenaient le thé sur leur petit balcon, Aminata lui dit « Tu sais ce que j'admire chez toi, Adama ? Dis-moi, répondit-il en souriant. Tu n'as pas laissé la douleur t'enlaidir. Tu n'es ni amer, ni hautain, ni revanchard. Tu es resté droit, même quand tu étais courbé par les épreuves. » Adama la regarda avec tendresse. « C'est Dieu qui m'a tenu debout. Et toi, tu m'as aidé à marcher de nouveau. » Aminata lui caressa la main. « Si un jour nous avons un fils, je veux qu'il porte le nom de ton père. Pour qu'il se rappelle que son père est un homme d'honneur. » Adama sentit les larmes monter. Il ferma les yeux et dit calmement « Inch'Allah ». Pendant ce temps, au lycée Abobo-Nord, Fatoumata vivait une forme de solitude silencieuse. Depuis le scandale de son ex-fiancé, elle n'avait plus la même aura. Plusieurs collègues l'évitaient doucement. Les regards avaient changé. Elle qui ricanait des autres, sentait maintenant le poids des regards sur elle. Elle croisait parfois Aminata au marché. Aminata la saluait poliment. Elle répondait, gênée. Elle n'arrivait pas à comprendre comment cette femme simple, sans artifice, avait gagné le cœur de celui qu'elle avait si brutalement rejeté. Mais Aminata ne jugeait pas. Elle ne cherchait ni confrontation, ni triomphe. Elle vivait son bonheur avec pudeur. Et c'est cela qui blessait le plus Fatoumata. Pas la richesse, ni les vêtements, mais la paix qu'elle n'avait pas su reconnaître un samedi matin. Plusieurs mois après sa prise de fonction, Adama fut conviée à un forum régional sur la dignité dans le service public, organisé à la Maison de la Culture d'Abobo. Il ne savait pas pourquoi il avait été invité, encore moins pourquoi son nom figurait dans le programme. Curieux, il s'y rendit, vêtu d'un ensemble traditionnel propre, accompagné d'Aminata, qui tenait fièrement son sac à main en tissu tissé.
La salle était remplie, enseignants, agents administratifs, chefs de service, étudiants, journalistes locaux. Et puis, le moment inattendu arriva. Le présentateur annonça. Mesdames et messieurs, permettez-nous d'honorer aujourd'hui un homme qui, par sa patience, sa droiture et son humilité, incarne les valeurs que notre société doit retrouver. Voici l'histoire d'un homme, concierge dans un lycée pendant des années, rejeté et humilié, mais qui n'a jamais perdu sa foi, ni son intégrité. Aujourd'hui, il est reconnu pour son service exceptionnel à la Drenne. Nous appelons à la tribune Monsieur Adama Koné. La salle éclata en applaudissements. Adama, abasourdi, regarda Aminata. Elle lui prit doucement la main et murmura. « Va, c'est ton moment. Tu le mérites. » Il monta lentement sur scène, le cœur battant. On lui remit un certificat d'honneur et une plaque de reconnaissance. Certains dans l'assemblée le connaissaient, d'autres non, mais tous se levèrent. Parce que la grandeur ne réside pas dans le titre, mais dans le parcours. Adama, ému, prononça quelques mots simples. Ce que j'ai appris, c'est que l'humiliation d'aujourd'hui ne doit jamais nous faire oublier la dignité que Dieu prépare pour demain. Je remercie ma femme, ma famille, et tous ceux qui ont cru en l'homme derrière le balai. Ce soir-là, sur les réseaux sociaux de la Drenne, des images circulèrent. Adama, souriant, tenant sa plaque, aux côtés d'Aminata, fièrement voilée. Et parmi les personnes qui virent ces images, il y eut Fatoumata. Seule dans sa chambre, elle regarda la photo longuement. Elle zooma sur les yeux d'Adama. Ce n'étaient plus les yeux de l'homme qu'elle avait rejeté. C'étaient les yeux d'un homme accompli, aimé, respecté. Elle eut un soupir. Pas de jalousie violente, ni de haine. Juste un vide amer. Un regret profond. Le genre qui ne se répare pas. Pendant ce temps, Adama rentrait chez lui, tenant la main de sa femme. « Tu réalises ?» demanda-t-il doucement à Aminata. « Oui, dit-elle. Mais moi, je le savais depuis le début. »« Quoi donc ? » ?»« Que tu étais déjà un homme d'honneur. Même quand personne ne te regardait. » Et dans cette nuit calme d'Abidjan, un homme et une femme marchèrent côte à côte. Pas vers la gloire, mais vers une vie pleine de respect, d'amour et de foi. Quelques mois après la cérémonie d'honneur, la vie d'Adama et Aminata continuait paisiblement. Leur quotidien était simple, mais stable. Prière, travail, entraide, et un foyer construit avec patience. Mais comme toujours dans la vie, Dieu éprouve ceux qui l'élèvent, non pas pour les détruire, mais pour les affermir. Un matin, Adama reçut une lettre interne au bureau. Un audit surprise allait être lancé dans les services administratifs de la région. Des irrégularités avaient été signalées, et plusieurs noms circulaient. Il n'était pas visé, mais en tant qu'assistant administratif, il allait devoir collaborer avec les inspecteurs. À peine l'audit avait-il commencé que le climat changea au sein du bureau. Les sourires se firent rares. Les collègues se méfiaient les uns des autres. Des rumeurs naissaient chaque jour. Des documents disparaissaient, et la pression montait. Un après-midi, alors qu'il classait des dossiers, son supérieur direct, M. Bako, entra discrètement et verrouilla la porte derrière lui. « Adama, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu modifies ces dates sur les bordereaux. Juste une ou deux, sinon on va tous tomber. » Adama le regarda, stupéfait. « Pardon, chef ? Modifier des documents officiels ? C'est de la fraude. Écoute-moi bien. Je sais que tu es droit, mais ici, si tu ne t'adaptes pas, tu seras sacrifié avec les autres. Tu crois que ta petite plaque de reconnaissance va te protéger ? Réfléchis bien. » Et sur ces mots, il jeta les documents sur la table et sortit. Adama resta figé, le cœur battant. Il savait que s'il refusait, on l'accuserait de ne pas collaborer. S'il acceptait, il perdrait sa dignité, sa foi et son honneur. Ce soir-là, il rentra à la maison très tard. Aminata l'attendait, le dîner refroidi. Elle vit son visage fermé. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe ?» Il lui raconta tout, chaque mot. Et elle, sans hésiter une seule seconde, lui dit « Adama, si tu tombes pour avoir dit la vérité, je tomberai avec toi. Mais si tu tombes parce que tu as menti, ce ne sera plus toi. » Il baissa les yeux. Elle continua. « Ton honneur ne s'est pas construit dans un bureau. Il s'est construit avec un balai. Et ce que Dieu t'a donné par la patience, ne le perds pas pour le confort. » Adama hocha lentement la tête. Il venait de recevoir sa réponse. Le lendemain, il déposa les documents intacts sur le bureau de la direction, sans y toucher. Et il rédigea un rapport officiel dans lequel il disait « Je refuse de modifier des données administratives. Je suis prêt à en assumer les conséquences, mais je choisis la vérité. Car ma loyauté va à Dieu, et non à la peur. » Ce choix allait provoquer une tempête,
mais aussi ouvrir une autre porte. Quelques jours après avoir déposé son rapport, Adama fut convoqué par le directeur régional lui-même. La convocation était brève, officielle, sans explication. Certains collègues lui glissèrent des regards inquiets, d'autres chuchotaient déjà. Il a osé dénoncer le chef Bako. Il est foutu. Adama, lui, gardait le silence. Dans son cœur, il répétait « Ô Seigneur, tu m'as élevé sans que je ne le demande. Si c'est ton épreuve, donne-moi la force de la traverser sans me salir. » Le bureau du directeur régional était grand, climatisé, austère. Derrière un grand bureau en bois massif, le Drène, un homme froid, le regardait fixement. « Adama Koné, asseyez-vous. » Il s'exécuta, calmement. « J'ai lu votre rapport. Je ne vais pas vous mentir, il a provoqué un tremblement de terre ici. Vos accusations sont graves, mais précises. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous n'avez demandé aucune récompense. » Adama répondit simplement. « Je n'ai rien à gagner. Je veux juste ne rien perdre, ni ma conscience, ni ma foi. » Un long silence. Puis, contre toute attente, le Drène se leva, contourna le bureau, et serra la main d'Adama. « Je vous félicite, monsieur Koné. Parce que pendant que d'autres parlent d'intégrité, vous la vivez. C'est grâce à des gens comme vous que le système tient encore debout. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Le chef Bako est suspendu. Une enquête est ouverte. Et vous, Adama, vous serez provisoirement nommé chargé de contrôle des opérations internes. » Adama écarquilla les yeux. « Moi? Mais vous êtes digne. Et la dignité, ça ne s'achète pas. Elle se reconnaît. Félicitations. » Quand il rentra chez lui ce soir-là, Aminata l'attendait sur le pas de la porte. Elle n'avait pas besoin qu'il parle. Elle lut dans ses yeux que Dieu avait encore une fois honoré sa loyauté. Elle sourit. « Je te l'ai dit. Dieu regarde le cœur. Et le tien est resté droit, même quand le chemin penchait. » Ils prièrent ensemble ce soir-là, à voix basse, remerciant pour l'épreuve et pour la sortie. Pendant ce temps, dans les anciens couloirs du lycée d'Abobonor, les enseignants commentaient encore les rumeurs. Adama? Ce même Adama qu'on voyait balayer ici il y a 2 ans? Oui. Il est maintenant au cœur des contrôles administratifs de la région. Et dire que certains le traitaient comme un moins que rien. Fatoumata, elle, ne disait rien. Elle avait compris désormais que le silence d'un homme droit peut parler plus fort que les cris de 100 arrogants. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis qu'Adama avait été nommé chargé de contrôle des opérations internes. Son nom commençait à inspirer confiance dans les milieux administratifs. Il recevait désormais des courriers officiels, des demandes d'avis, et même des visites de jeunes stagiaires venus apprendre auprès de lui. Mais un matin, alors qu'il rangeait des dossiers dans son bureau, on frappa doucement à la porte. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. La porte s'ouvrit lentement, puis une voix féminine familière se fit entendre. « Bonjour. Adama. » Il releva brusquement la tête. « Fatoumata. » Elle se tenait là, plus simple que jamais, robe longue en tissu traditionnel, un foulard noué, et dans ses yeux, une tristesse qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Je ne voulais pas déranger. J'ai appris que tu travaillais ici. Je suis venu parce que je devais te parler. Une dernière fois. » Adama se redressa, la salua avec respect, mais son regard restait neutre. « Je t'écoute. » Fatoumata s'assit face à lui, posant ses mains sur ses genoux, nerveuse. « Adama, je t'ai jugé. Je t'ai méprisé. Et je t'ai perdu. Je ne suis pas venu te demander de revenir en arrière. Je sais que c'est fini. Tu es marié, et ta femme est digne. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Et sois sincère. » Il hocha lentement la tête. « Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Ou était-ce seulement un caprice de ta part ?» Adama prit une respiration lente. « Oui, Fatoumata. Je t'ai aimé. Sincèrement. Assez pour croire que malgré nos différences, on pouvait bâtir quelque chose. Mais, ce jour-là, à la fête, quand tu m'as humilié, tu m'as montré que ton regard était tourné vers le monde, pas vers le cœur. » Elle baissa les yeux. Il continua. « Et aujourd'hui, je ne t'en veux plus. Tu m'as brisé, mais c'est cette blessure qui m'a conduit à ce que Dieu avait réservé pour moi. » Elle releva lentement la tête, les larmes aux yeux. « Elle est chanceuse, ta femme. »« Non, » répondit Adama avec douceur. « C'est moi qui suis chanceux, car elle m'a accepté quand je n'avais rien, et aujourd'hui que Dieu m'a élevé, je sais à qui je dois la fidélité. » Un silence. Puis Fatoumata se leva. « Merci pour ta sincérité. Et pardon pour tout. » Elle se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Que Dieu vous protège, toi et elle. » Adama sourit.
Et toi aussi, Fatoumata. Que tu trouves la paix. Enfin. Ce soir-là, il raconta tout à Aminata. Pas pour provoquer une jalousie, mais pour partager la vérité. Elle l'écouta en silence. Puis lui dit simplement. C'est bien qu'elle soit venue. Le passé ne doit jamais être une honte, tant qu'on le traverse avec droiture. Adama la regarda avec tendresse. Tu es ma plus belle bénédiction. Et ils continuèrent à bâtir leur avenir, avec le cœur apaisé et l'âme libre. Avec le temps, la vie d'Adama et Aminata devint un exemple dans le quartier. Leur modestie, malgré leur élévation sociale, forçait l'admiration. Ils vivaient dans une maison toujours simple, mais pleine de lumière, de prières, de rires et de travail honnête. Aminata, de son côté, voyait son atelier de couture prendre de l'ampleur. Des jeunes filles venaient frapper à sa porte. « Madame, on dit que vous formez les femmes gratuitement. Vous pouvez m'accepter aussi ?» Et elle leur répondait toujours. « Si tu es sérieuse et respectueuse, je peux t'enseigner. Mais ici, on apprend à coudre avec les mains et à vivre avec le cœur. » Peu à peu, l'atelier se transforma en espace d'apprentissage et de valeur, où les jeunes filles apprenaient autant la couture que le respect d'elles-mêmes. Aminata devenait une mère pour les filles perdues, une sœur pour celles qui n'avaient plus de repères. Adama, lui, ne se contentait pas de travailler. Il consacrait ses week-ends à donner des cours de soutien gratuits aux enfants du quartier. Français, morale, lecture. Il les installait sous un grand fromager à l'ombre, leur tendait des cahiers offerts par quelques collègues et leur disait « Vous pouvez être balayeur ou directeur. Mais soyez toujours honnête. C'est cela qui fera de vous des hommes. » Un jour, un enfant lui demanda « Tonton Adama, comment tu es devenu quelqu'un de respecté, alors que tu n'étais que concierge ?» Adama sourit. « Parce que je n'ai jamais triché, ni avec les gens, ni avec Dieu. » Cette droiture porta encore ses fruits. Un matin, il reçut une lettre du ministère national de l'Éducation. Il était invité à intervenir comme panéliste dans une conférence à Yamoussoukro sur le thème « Mérite et parcours oubliés, comment valoriser les travailleurs de l'ombre ». L'invitation était claire. Il n'était plus seulement un employé. Il devenait un exemple. Une voix. Un témoin. Quand il annonça la nouvelle à Aminata, elle sourit calmement, comme toujours. Je savais que ça viendrait. Car les arbres droits finissent toujours par toucher le ciel. Ils prièrent longuement ce soir-là. Non pour la gloire, mais pour rester humble au sommet, comme il l'était dans la vallée. Et pendant ce temps, Fatoumata avait quitté Abidjan. Certains disaient qu'elle était partie vivre chez une tante à Bouaflé, pour changer d'air. Mais d'autres savaient. Elle cherchait surtout à fuir le souvenir du bonheur qu'elle avait repu le jour de la conférence nationale arriva. Adama, vêtu de son plus beau boubou tissé main, simple, sobre et élégant, se présenta au palais des congrès de Yamoussoukro. La salle était immense. Des ministres, des journalistes, des universitaires, des chefs de projet. Tous étaient là pour parler d'éducation, de mérite, de justice sociale. Et pourtant, c'est lui, l'ancien concierge, que tout le monde attendait en silence lorsqu'on l'appela au pupitre. Nous invitons maintenant Monsieur Adama Koné, fonctionnaire, éducateur, mais surtout homme de foi et de vérité, à nous parler de son expérience. Il marcha calmement jusqu'au micro, sous les projecteurs. Il n'avait ni discours rédigé, ni notes. Juste sa voix. Et son vécu. Il commença, doucement. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas un orateur. Je suis un homme ordinaire. Mais Dieu m'a appris une chose. Ce n'est pas la taille de ton bureau qui compte, c'est la droiture de ton cœur. » Il raconta son histoire sans haine, sans revanche. Comment il avait été concierge. Comment on l'avait méprisé. Comment la loyauté et la patience l'avaient porté plus loin que l'ambition ne l'aurait jamais fait. Il termina avec ces mots, dans un silence total. Certains m'ont vu balayer, et ont ri. Mais Dieu m'a vu persévérer, et il a ouvert une porte. Le mérite ne fait pas de bruit, mais il finit toujours par parler. Quand il eut fini, la salle entière se leva. Ovation debout. Longue. Authentique. Ce jour-là, plusieurs personnes vinrent lui serrer la main. Un journaliste lui dit « Monsieur Adama, vous venez de faire plus qu'un discours. Vous avez réveillé des consciences. » Un directeur d'ONG s'approcha. « Je veux parrainer un programme autour de votre histoire. Pour enseigner aux jeunes que l'honneur, ça s'apprend aussi. » Et enfin, un vieil enseignant retraité s'avança, les yeux embués. « Je n'ai jamais été applaudi comme vous, et pourtant j'ai 30 ans de service. Merci, Adama. Aujourd'hui, tu m'as redonné foi en l'éducation. » Ce soir-là, dans la voiture qui le ramenait, Adama tenait la main d'Aminata. Elle était restée calme pendant tout le trajet, puis lui glissa ces mots,
très doucement. Ce que tu as vécu, c'est ce que vivent les justes. Ils commencent par être oubliés, et ils finissent par être imités. Il serra sa main et murmura. Si j'ai été élevé, c'est parce que tu m'as soutenu quand j'étais à terre. Et quelque part, dans une petite ville loin d'Abidjan, Fatoumata regardait la conférence à la télévision. Seule, silencieuse. Elle vit Adama sourire humblement sous les applaudissements, et une larme roula sur sa joue. Ce que j'ai jeté, une autre l'a recueilli. Et maintenant, je comprends, mais trop tard. Quelques jours après la conférence, la vie avait repris son rythme habituel pour Adama et Aminata. Malgré le prestige, ils restaient fidèles à leurs habitudes. Lever à l'aube, prière, travail, service aux autres. Leur vie était ancrée dans la simplicité, mais leur âme brillait de gratitude. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement, Aminata posa sa cuillère, se leva lentement, puis prit une profonde inspiration. « Adama, j'ai quelque chose à te dire. » Il la fixa, soudain inquiet. « Tu vas bien ?» Elle sourit, les yeux brillants. « Je suis enceinte. » Adama resta bouche bée. Les mots refusèrent de sortir. Il se leva lentement, contourna la table, la prit dans ses bras, et pleura en silence. Des larmes de gratitude, de guérison, de souvenir. « Tu es sûr ?» demanda-t-il entre deux sanglots. « Oui. Je suis allé faire le test au centre médical ce matin. 3 mois. Tout va bien. » Il tomba à genoux, les mains au ciel. « Ô Seigneur, tu m'as tout repris un jour. Et aujourd'hui, tu me donnes tout, au-delà de mes rêves. » Ils restèrent là, enlacés, dans leur petit salon modeste, mais rempli de bénédictions invisibles. Les semaines qui suivirent furent pleines de joie. Les voisines félicitaient Aminata. Les femmes âgées du quartier lui donnaient des conseils traditionnels, des infusions, des bénédictions. Et Adama rayonnait. Chaque matin, il posait la main sur le ventre de sa femme et murmurait. « Mon enfant, tu es né de la patience. Tu es né d'un amour qui a refusé de trahir. » Un dimanche, alors qu'il rentrait de la mosquée, Adama croisa un vieil homme assis sous un manguier, un ancien gardien de l'époque où il balayait les couloirs. Le vieil homme l'appela. « Adama, approche, mon fils. » Il s'assit à côté de lui, et l'homme lui dit. « Je t'ai vu quand tu étais poussière. Et aujourd'hui, tu es lumière. Tu sais pourquoi ?» Adama sourit. « Parce que Dieu a voulu ainsi. »« Non, » dit l'ancien, le doigt levé. « Parce que tu es resté droit, même quand personne ne regardait. Et c'est cette droiture que Dieu a vue. » Adama resta silencieux. « N'oublie jamais ça, mon fils. Garde ton cœur propre. Car ce n'est pas la richesse qui fait l'homme, c'est la fidélité à ce qu'il est, même quand c'est dur. » Adama hocha la tête, ému. « Je n'oublierai pas, papa. Jamais. » Ce soir-là, il dit à Aminata. « Tu sais, ce que je vis avec toi, c'est plus qu'un mariage. C'est une mission. » Elle le regarda avec amour. « Alors accomplissons-la, main dans la main, jusqu'à la fin. » Alors qu'Aminata entamait son 5e mois de grossesse, la maison résonnait de joie et d'anticipation. Adama avait déjà commencé à repeindre une petite pièce qu'il voulait transformer en chambre pour le bébé. Il dessinait parfois des croquis dans un vieux cahier, rêvant tout bas d'un berceau, d'une bibliothèque d'enfants, de premiers pas dans le couloir. Un après-midi, alors qu'il rentrait du travail, il trouva une lettre glissée sous la porte. L'enveloppe ne portait ni timbre, ni nom d'expéditeur. Il l'ouvrit, méfiant, et lut avec lenteur. « Adama, je sais que je n'ai aucun droit. Mais je me meurs de remords. Je vis à Boisflé chez ma tante, et ma vie s'est arrêtée depuis ce jour. J'aimerais juste te voir, une fois. Non pas pour reprendre, mais pour demander ton pardon face à face. Tu es devenu un homme que j'aurais dû respecter. Si tu acceptes, je serai samedi à la gare routière de Boaké, à midi. Signé, Fatoumata. » Adama relut la lettre 3 fois. Il sentit une émotion étrange monter en lui, ni colère, ni peine. Juste une brise du passé qui revenait frapper doucement à la porte du présent. Il en parla à Aminata, le soir même. Elle resta silencieuse, puis dit « Tu veux y aller ? Pas pour elle. Mais pour mettre fin à un chapitre sans haine. » Elle acquiesça, paisible. « Alors va. Mais reviens avec le cœur libre. Pas chargé. » Le samedi, Adama prit la route. À midi pile, il arriva à la gare routière de Boaké. Il y avait du bruit, des klaxons, des vendeurs ambulants, et dans un coin, Fatoumata, assise sur un vieux banc de ciment. Elle se leva quand elle le vit, hésita, puis s'approcha. Elle avait beaucoup changé. Moins maquillée, moins fière, plus humaine. « Merci d'être venu. » Adama hocha la tête. « Que voulais-tu me dire ?»
Elle respira profondément. Je t'ai détruit ce jour-là, et j'ai détruit une partie de moi-même aussi. J'ai cherché l'orgueil, la beauté, les apparences, et aujourd'hui, je vis seul, sans respect, sans paix. Je ne cherche rien de toi. Je voulais juste que tu saches, que tu étais un homme rare, que j'ai perdu par aveuglement. Adama resta debout, serein. Dieu t'a peut-être éloigné de moi, pour t'éloigner de ta propre destruction. Je t'en supplie, Adama, tu me pardonnes? Il la regarda longtemps, puis dit, d'un ton paisible. Je t'ai pardonné le jour où j'ai épousé Aminata. Car l'amour vrai ne garde ni rancune, ni poison. Fatoumata éclata en sanglots. Adama, sans la toucher, dit doucement. Cherche Dieu. Ne cours plus derrière le monde. Le vrai bonheur ne se montre pas, il se vit. Il tourna les talons et repartit. Il ne se retourna pas. Dans le quart du retour, une paix profonde l'envahit. Il venait de clore le dernier livre du passé. Désormais, il n'y avait plus que l'avenir et la vie à protéger, celle qui grandissait dans le ventre de sa femme. Quelques semaines après sa rencontre avec Fatoumata, Adama était revenu à Abidjan l'âme allégée. Il était plus calme que jamais, plus posé, comme si un poids invisible avait disparu de ses épaules. Et le moment qu'il attendait avec impatience arriva enfin. Un matin, Aminata se leva difficilement. Elle s'appuya contre le mur, la main sur son ventre. Adama, c'est le moment. Il se précipita. La nervosité qu'il avait su cacher depuis 9 mois se réveilla d'un seul coup. Il prit le sac préparé depuis des semaines, appela un taxi, et ils foncèrent vers l'hôpital général d'Abobo. Les heures furent longues, très longues. Il fit des allers-retours dans les couloirs, récita des doigts, s'assit, se releva, serra les dents. Jusqu'à ce qu'enfin, une sage-femme sorte de la salle d'accouchement avec un grand sourire. « Félicitations, monsieur Koné. C'est un garçon. Et la mère va bien, Alandoulia. » Il s'effondra sur une chaise en murmurant des remerciements à Dieu. Puis il entra, et découvrit la plus belle scène de sa vie. Aminata, épuisée mais rayonnante, tenait un petit bébé endormi contre elle. « Adama, voici ton fils. » Il s'approcha, les mains tremblantes. Quand il toucha la petite main du bébé, une larme coula sur sa joue. « Bienvenue, mon fils, toi qui es né de la foi, et non du hasard. » Ils lui donnèrent un nom choisi depuis longtemps. Ismaël. En souvenir du sacrifice, de la patience, de l'épreuve et de la foi récompensée. L'annonce de la naissance fit le tour du quartier. Les voisins apportèrent du riz, des boissons, des habits pour bébé. Même certains collègues d'Adama vinrent en personne, les bras chargés de cadeaux. Un vieil imam du quartier dit, lors de la cérémonie du nom, « Ce garçon est né d'un couple droit, né du silence, de la prière et de la sueur. Que Dieu fasse de lui un homme de justice comme son père, et un pilier de douceur comme sa mère. » Et pendant que la joie emplissait leur foyer, une femme, loin, à Boisflé, regardait une photo que quelqu'un lui avait envoyée par WhatsApp. Fatoumata regarda le bébé dans les bras d'Aminata. Elle sourit tristement. Ce que j'ai méprisé. Dieu la bénit. Elle posa le téléphone. Elle avait compris. Le bonheur ne vient pas avec ce qu'on exige, mais avec ce qu'on respecte. Quelques mois après la naissance d'Ismaël, la maison d'Adama et Aminata vibrait d'une joie paisible. Le petit garçon, en bonne santé, commençait à gazouiller, à sourire, à serrer le doigt de son père avec force. Adama avait l'habitude, chaque matin avant le travail, de s'agenouiller devant son berceau et lui murmurer. « Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais tu es né d'un combat silencieux. Un combat que Dieu seul a vu. » Aminata, de son côté, avait repris son activité de couture à un rythme modéré. Ismaël grandissait dans un cocon d'amour, de respect et de foi. Leur foyer était petit, mais aux yeux du monde, c'était un royaume bâti sur la loyauté. Un jour, lors d'un séminaire organisé par une association d'éducation morale, Adama fut invité à intervenir devant une centaine de jeunes de toute la région. Le thème était simple. Le vrai succès. Il prit la parole et raconta une version condensée de sa vie. J'ai été concierge. On m'a humilié. On m'a rejeté. Mais je n'ai pas changé ma vérité pour plaire au monde. Et Dieu, lui, ne m'a jamais rejeté. Il fixa les jeunes avec douceur. Le succès, ce n'est pas être applaudi. C'est être en paix avec ce que tu es, même quand personne ne t'applaudit. À la fin, un jeune leva la main. Et si on tombe, monsieur Adama? Si on se trompe? Il sourit. Alors relève-toi. Mais n'oublie jamais ceci. Ce que tu gagnes avec le mensonge, Dieu peut le retirer en un souffle. Mais ce que tu construis avec la patience, Dieu le protège lui-même. Ce discours circula sur les réseaux. De plus en plus d'écoles,
d'associations et même de radios locales s'intéressèrent à lui. Non pas pour le spectacle, mais parce qu'il parlait vrai et vivait ce qu'il disait. Un journaliste le surnomma même dans un article. L'homme qui a vaincu le mépris par la fidélité. Adama rit en lisant cela. Mais dans le fond, il savait. Il n'avait vaincu personne. C'est Dieu qui l'avait élevé, parce qu'il avait résisté sans trahir. Pendant ce temps, Fatoumata, elle, s'était reconvertie. Elle enseignait dans une petite école de brousse, loin des projecteurs, loin des comparaisons. Elle avait changé. Beaucoup. Un jour, après avoir terminé sa classe, elle écrivit dans son carnet personnel. « Je n'ai pas trouvé le bonheur dans ce que je voulais. Mais j'ai trouvé la paix en acceptant ce que je mérite. Et c'est déjà beaucoup. » De son côté, Adama ne gardait aucune trace de rancune. Pour lui, l'histoire de Fatoumata appartenait au passé. Il n'en parlait plus. Désormais, tout ce qu'il transmettait, c'était l'exemple. Et chaque jour, en regardant son fils dormir, il se répétait, quand je ne serai plus là, qu'il se souvienne que son père était un homme simple, mais droit. Le temps passait, et le petit Ismaël grandissait sous les yeux fiers de ses parents. Il commençait à prononcer ses premiers mots, à marcher en trébuchant, à rire en s'accrochant aux jambes d'Adama. Chaque geste du père était rempli d'intention. Il voulait que son fils voie en lui non pas un homme parfait, mais un homme droit, sincère et fidèle à ses valeurs. Un soir, après la prière, Adama porta son fils dans ses bras, s'assit sous le manguier dans leur cour, et lui dit à voix basse. « Mon fils, je ne veux pas que tu sois le plus riche. Je veux que tu sois respecté. Et pour ça, il ne faut pas chercher la grandeur dans les habits ou les titres. Il faut la chercher dans le silence de ton cœur, quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. » Aminata les regardait depuis la porte. Elle tenait une assiette de mil chauds, un sourire tendre au visage. Son mari et son fils. C'était tout ce qu'elle avait demandé à Dieu. Un dimanche, une cérémonie fut organisée au lycée Abobo-Nord, là où tout avait commencé. On inaugurait une bibliothèque, et le comité d'organisation insista pour inviter un ancien du lieu devenu source d'inspiration pour toute la commune, Adama Koné. Il accepta humblement. Ce jour-là, il retourna pour la première fois dans les couloirs où il avait été humilié. Mais cette fois, les mêmes murs l'accueillaient avec respect. Les élèves l'applaudirent. Les professeurs l'embrassèrent avec chaleur. Et sur la plaque d'inauguration, il lut « Ému ». Salle Adama Koné, en hommage à la dignité silencieuse. Il posa une main sur l'épaule de son fils, qui l'accompagnait, vêtu d'un petit boubou blanc. « Regarde bien, Ismaël. C'est ici qu'ils ont ri de moi. Et c'est ici que Dieu a mis mon nom sur le mur. » La foule se dispersa. Le soleil déclinait doucement sur les bâtiments du lycée. Et dans un dernier moment intime, Adama ferma les yeux et revit toutes les étapes. Le balai, les humiliations, la solitude, la main tendue d'Aminata, les petits pas, la foi dans l'ombre. Et enfin, la lumière. Fatoumata, elle, avait aussi entendu parler de l'inauguration. Elle ne vint pas. Mais elle pria pour lui. Car parfois, le vrai pardon, c'est aussi s'effacer sans bruit, et bénir de loin. Adama rentra chez lui ce soir-là, le regard tourné vers le ciel. « Ô Seigneur, tu m'as rendu plus que ce que j'avais perdu. Tu m'as donné l'honneur, l'amour, et un fils à qui transmettre tout cela. » Quelques années plus tard, la vie d'Adama et Aminata avait trouvé un rythme paisible et rempli de sens. Leur fils Ismaël, désormais âgé de 6 ans, était un garçon vif, poli et curieux. Il posait toujours des questions profondes à son père. « Papa, c'est vrai que tu étais concierge avant ? » ?»« Oui, mon fils. Et j'en suis fier. » »« Pourquoi fier ? » ?»« Parce que c'est avec ce balai que Dieu a balayé l'orgueil hors de ma vie et a ouvert les vraies portes. » Aminata, de son côté, était devenue une figure incontournable dans la commune. Elle formait des femmes, soutenait des jeunes mères et donnait des cours d'alphabétisation. On l'appelait affectueusement « Maman Lumière ». Un jour, alors qu'un journaliste venait interviewer le couple pour un documentaire sur les parcours invisibles qui inspirent la nation, il demanda à Adama « Si vous aviez la chance de tout recommencer avec une vie facile, sans souffrance, sans rejet, vous l'auriez fait ?» Adama sourit. « Non, car sans cette douleur, je n'aurais pas connu la vraie fidélité. Et sans cette fidélité, je n'aurais pas reconnu la vraie bénédiction. » Le journaliste nota cette phrase dans son carnet, les larmes aux yeux. Lors d'une grande cérémonie nationale pour la journée du travail, Adama fut invité à recevoir une médaille d'honneur du président de la République. La foule était immense. Les caméras braquaient sur lui. Mais Adama n'était pas impressionné. Il monta calmement sur scène, accompagné d'Aminata et d'Ismaël.
Et il dit devant toute la nation, « Je dédie cette médaille à ceux qu'on méprise, à ceux qu'on ignore, à ceux qu'on rejette parce qu'ils ne brillent pas encore. Car Dieu, lui, ne rejette personne. Il regarde l'effort silencieux, et il récompense au moment parfait. » Les applaudissements furent longs. Certains pleuraient. D'autres priaient. Mais tous savaient une chose. Cet homme était une vérité vivante. La nuit, en rentrant chez lui, Adama s'agenouilla dans sa chambre, regarda le ciel, et murmura dans une prière. « Seigneur, je ne suis rien, mais tu as tout fait de moi. Protège ma descendance. Qu'il te serve comme j'ai essayé de le faire. Et que jamais la richesse ne me fasse oublier le concierge que j'étais. » Aminata, derrière lui, posa la main sur son épaule. « Et que jamais je n'oublie que je suis tombée amoureuse d'un homme, avant que le monde le remarque. » Morale de l'histoire. Ne rejette jamais quelqu'un à cause de ce qu'il est aujourd'hui. Car tu ignores ce que Dieu fera de lui demain. Et si tu es celui ou celle qu'on a méprisé, ne te venge pas. Élève-toi. Dieu voit l'humiliation. Et il prépare la réhabilitation à sa manière. Car ce n'est pas le bruit du monde qui définit ta valeur. C'est le silence de ton cœur fidèle.